Mesdames et messieurs, de faire confiance à Grande Tribune. Nous sommes le jeudi 4 décembre 2025 à Washington, D.C. Déjà, les délégations de la RDC et du Rwanda séjournent déjà. Le président de la République démocratique du Congo a entamé de son côté déjà des rencontres diplomatiques. Il a rencontré le président burundais. Déjà hier dans la soirée, Paul Kagame, pour sa part, a rencontré un groupe de sénateurs républicains. En réaction, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, déclare ce qui suit. Je cite, « Nous encourageons le président Donald Trump avec cette initiative pour ramener la paix dans notre pays, mais ce n'est pas suffisant. L'accord de Washington doit être accompagné par un dialogue inclusif pour rassurer les investisseurs. Le dialogue va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent, surtout sauver des vies. Mettez-vous à la place de ces déplacés de guerre chaque jour, depuis qu'on a signé à Doha. La guerre continue, j'insiste encore, la seule solution, c'est le dialogue inclusif, c'est le dialogue de la CENCO et de l'ECC, ça va sauver des vies, déclare Moïse Katumbi Tchapoué. Entérinement de l'accord de Washington au regard de la poursuite des combats sur le terrain. Juvenal Mounoubo, ancien député national et ancien président de la commission défense de l'Assemblée nationale, doute que le Rwanda et la RDC soient tous deux de bonne foi, mais plutôt animés par la pression des États-Unis d'Amérique. Réaction de Madame Tina Salama au cours du briefing presse. Les accords de Washington réaffirment la pleine souveraineté de la République démocratique du Congo sous son sol et son sous-sol, le contrôle exécutif de l'exploitation et de la transformation de nos minerais et la primauté du droit congolais sur tout mécanisme de coopération. Il ne se relie aucune partie de la RDC à un autre pays. C'est une chose dont nous devons être sûrs. Ça, c'est Madame Tina Salama. Accord de Washington, la partie congolaise dévoile un paquet donc cohérent d'accords de paix. Ce paquet comprend des engagements politiques, sécuritaires et économiques. Il s'agit de mettre fin au conflit, consolider la souveraineté territoriale et minérale. Patrick Mouyaya, à côté de Madame Salama. Avant de se rendre à Washington, le chef de l'État s'est entretenu avec la diaspora congolaise séjournant en Serbie. Il a déclaré ce qui suit, je cite, « J'ai hérité d'un pays exsangue tout en soulignant la dignité nationale et internationale que la RDC est en train de recouvrer. » Enfin, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a enjoint tous les gouverneurs à respecter la décision interdisant les manifestations du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. C'est une information rendue publique par Le Potentiel. Merci, messieurs, dames, de nous faire confiance. L'accord existe déjà, l'a déclaré le ministre de la Communication et Médias. Porte-parole du gouvernement, l'accord existe déjà, mais là, nous sommes, le président Tshisekedi et son homologue sont allés l'entériner. Voilà. Approche sécurité, entérinement de l'accord RDC-Rwanda. On va aborder l'approche sécuritaire, l'approche économique et l'approche législative, parce que déjà, du point de vue législatif, la toile s'est enflammée hier sur le rôle que devrait jouer le Parlement. C'est un débat non seulement des juristes, mais des légalistes. On va aussi aborder cette thématique, on va aborder de cette manière-là. Allez, merci d'être avec nous. 3 invités sur ce plateau. Par ordre d'arrivée, Monsieur Gandhi Kassende, bonjour et merci beaucoup. Vous êtes donc juriste consulte, c'est ça? Oui, donc avec une spécialité bien définie. C'est pas le droit national, mais c'est plutôt le droit international, qui est large, mais souvent mal exploité, qui ne s'exprime pas. Parce qu'ici, j'ai remarqué dans notre pays, la partie du droit international qui s'exprime, c'est les droits de l'homme ou le droit humanitaire. On en parle beaucoup. Même au moment où on discute des problèmes de l'environnement, on ne parle pas du droit international de l'environnement. On parle moins d'un droit qui est économique dans le droit international. Je parle de droit de la mer. Où il y a des enjeux énormes, ça se discute au niveau des pays occidentaux, nous on est absents. Et je donne toujours un exemple, et je finis là, je ne vais pas rentrer dans les cours de droit international de la mer. Je prends un exemple.
de ce que nous négligeons. La mer regorge de ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Ce sont des cristaux en verre qui ont dans leur contenu les mêmes matières premières que nous avons chez nous. Du cobalt, du manganèse, du nickel, etc. À très forte teneur, des qualités supérieures par rapport à nos matières premières. Demain, puisque le combat c'est ça, demain si les Américains et les Français, puisqu'ils sont très avancés, commencent à exploiter ces matières premières, je ne sais pas qu'adviendra-t-il de notre économie qui est assise sur les minéraux. Oui. Donc c'est un aspect de problème. Hein. Je ne dis pas sur le plan constitutionnel, quand il y a nos législateurs de l'époque, quand on parle de notre territoire, ils parlent bien de notre territoire terrestre. Ils parlent bien du plateau continental. Ils parlent bien de la mer territoriale qui est à 12 km. Merci beaucoup. Non, mais on va y revenir. Je finis sur ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Aujourd'hui, cette zone-là fait 370 km. On exploite de poissons ou des matières végétales. On vient nous les revendre ici, alors que c'est notre zone. On devrait contrôler cette zone. Sur le plan de la défense, on peut nous attaquer par cette zone-là, qui est à nous, mais qui est négligée, qui n'est pas répertoriée dans notre constitution. Je finis là, puis c'est un problème vaste. C'est un problème vaste, donc vous vous sentez très à l'aise avec la matière aujourd'hui, accord international, ratification, intérimaire, vous vous sentez à l'aise, c'est votre domaine. Oui, mais là, c'est un domaine où les juristes internes du droit général, où les gens spécialisés peuvent prendre corps, parler du même langage, en fait. Monsieur Larousse Mouya, lui, il est économiste. J'ai un cadre de l'UDPS qui est parti politique au pouvoir. Merci beaucoup de votre présence également dans Grande Tribune. Merci à vous de me recevoir. Merci à nos compatriotes qui vont nous suivre. Et j'espère qu'on va avoir un débat assez de bonne qualité sur cette question qui est cruciale, qui est un moment déterminant, un tournant pour notre nation. Donc voilà, j'espère. Un tournant pour notre nation, on l'espère également. Maître Samuel Nkonko, juriste et membre de la société civile, il est dans un mouvement de la société civile. Maître, merci. Bonjour, merci. Et merci, bonjour aussi d'être de nôtre. Bonjour, très cher Dan. Il ne faut pas hésiter de me présenter juriste, avocat. Et responsable d'une structure qu'on appelle l'Abédor pour la République, qui est l'action bénéfique pour la redynamisation des œuvres de la République. Nous sommes là pour vulgariser plus les acquis républicains de la République. Alors, je te dis merci d'avoir songé à moi pour échanger avec vous sur les questions d'actualité. Je vais en profiter à la même occasion pour pouvoir saluer mes très chers co-débatteurs. Je salue M. Larousse, l'homme au verbe déchaîné, que j'apprécie énormément. Je salue aussi M. Gandhi, avec qui nous allons bientôt échanger. Lui qui m'a rappelé les notions que j'ai vues il y a très longtemps sur les collines académiques à sa part de pour nous qui avons fait le Lumbashi, le droit de la mer. Ça m'a rappelé une notion qu'on appelait à l'époque la haute mer. La partie de la mer qui échappe à la souveraineté nationale. Alors ce sont des notions qui m'ont fait énormément du bien. Alors j'ai voulu aussi à la même occasion parler un peu d'une question très alarmante avec votre production. C'est la question liée un peu à tout ce que nous constatons de nos jours dans nos embouteillages. Ce sont les cortèges officiels. Voilà. Très cher Dan, ça devient inquiétant. C'est vrai que nous sommes dans une république apparemment où nous avons les uns qui ont plus de droits que les autres. Non, pas du tout. Mais lorsque ça attente à la vie de gens, ça devient extrêmement grave. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, sur le boulevard Lumumba, il y a eu un cortège qui a renversé je crois, un motard et une jeune dame qui a perdu la vie juste après. Ce cortège roulant en sens, je crois, contraire, qui renverse quelqu'un et qui s'en va. Et un cortège officiel. Et la question qu'on se pose, ce n'est pas le premier forfait. C'est pratiquement une série carrément de dérapages comme ça que nous avons constaté dans la vie. Et vous verrez que ces genres de jeeps officiels ont des plaques bâchées. On a entendu ici le commissaire de la police plus d'une fois dire que les véhicules à plaques bâchées ne vont plus continuer à circuler. Mais pourquoi est-ce que c'est seulement les véhicules des officiels qui ont les plaques bâchées? Quelle est la raison? Lorsqu'on fait ce genre de forfait, on met fin à la vie de certaines personnes parce qu'eux n'ont pas le droit d'être bloqués dans les embouteillages comme nous tous. Nous qui passons 3, 4, 5 heures dans les embouteillages, on n'est pas pressés. Eux sont plus pressés que nous jusqu'à tenter les vies humaines. Moi, je crois que certaines choses comme ça doivent s'arrêter.
Qui peut protéger le simple citoyen? Qui peut nous protéger? Cette pauvre dame qui allait à son travail, qui a perdu sa vie, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui roulait dans un cortège officiel en sens contraire. Moi, je crois qu'il est temps que des mesures importantes soient prises. Des mesures importantes, pas des mesures complaisantes, des mesures importantes. Qu'on arrête de bâcher les véhicules des officiels. Pourquoi les plaques sont bâchées? C'est quoi l'intérêt derrière? C'est de pouvoir commettre des forfaits et par après de demeurer dans l'impunité? Non. Je crois qu'on doit préserver la vie de pauvres citoyens, permettre aux gens de pouvoir s'élever le matin et aller vaquer à leurs occupations. Nous tous, nous sommes dans une situation d'embouteillage dans cette ville. On n'a pas besoin de voir des gens qui soient plus privilégiés que les autres. Encore aller rouler en sens inverse jusqu'à attenter la vie des gens, ça devient inquiétant. Je crois qu'il est temps que l'autorité publique prenne des mesures vraiment sévères, surtout à l'égard de ce cortège-là, qui reste jusqu'à ces jours innommé. On ne sait pas c'était qui, mais c'était un cortège officiel qui a renversé quelqu'un. Alors je crois que les autorités doivent vraiment s'y pencher dessus, question de pouvoir préserver et de protéger la paix publique. Merci bien, Maître Samuel Nkoko. Ça rappelle également le policier tué, qui est décédé après le passage du cortège de la Première ministre. Bon, ça, ce sont des problèmes auxquels nous devons tous, en tout cas, dénoncer, des problèmes que nous devons tous dénoncer. Et la dame, il se pourrait qu'elle s'appellerait Ruth Djamba. Pour les personnes qui appartiennent à sa famille, je crois que nous exprimons nos profondes et sincères condoléances à la famille éplorée. Merci beaucoup, Maître Samuel Nkoko, pour cela. Bien, on va passer rapidement au sujet de notre émission. C'est justement l'entérinement de cet accord RDC-Rwanda. On va observer plusieurs approches économiques, approches d'ordre législatif et puis l'approche d'ordre économique. Commençons par le sécuritaire parce que c'est l'épine dorsale du problème. Plusieurs accords signés. Déjà, on a appris que à Kamanyola ce matin, les balles ont continué de crépiter, déplacement des populations vers le Rwanda. Le Sud Kivu aujourd'hui n'est pas du tout calme, malgré ces rencontres diplomatiques. Monsieur Larousse, Monsieur Gandhi Kassende, quelle est votre lecture de cette démarche sous la médiation américaine, mais entre-temps, sous le terrain, nous constatons que les combats se poursuivent. Quelle est votre lecture? Qu'est-ce qui se passe dans le fond du problème? Quel est le problème dans le fond? Mais d'abord, il faut dire, au niveau caractéristique, c'est un accord difficile à ignorer aujourd'hui. Okay. On est à la une, c'est-à-dire la RD Congo, le Rwanda et les États-Unis, nous sommes à la une. Je pense qu'il y a des jeux qui sont en train de se faire, et de ces jeux-là, il y a des enjeux derrière. Il y a quand même une volonté, ce qu'on peut dire, il y a une volonté affichée de pouvoir créer un désengagement de part et d'autre. Une volonté de part et d'autre? Une volonté aujourd'hui, puisque je pense que, contrairement à ce que nous disons ici, Kagame se sent acculé doublement. Par qui? Acculé par la RD Congo par rapport au fait que notre armée prend plus d'intensité. Contrairement au passé, il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y a 5 ans, on n'avait pas cette force de frappe qu'on a aujourd'hui. Donc ça accule le Rwanda et Kagame. Mais il y a aussi le fait qu'il y a la pression de manière permanente de Trump qui veut avoir des résultats par rapport à ce conflit-là. Donc il y a la pression internationale aussi. Hier, personne ne levait le doigt pour condamner, pointer du doigt Kagame et le Rwanda par rapport aux exactions qu'il y a à l'Est. Donc voilà les caractéristiques générales. On est devant un tournant diplomatique. C'est-à-dire l'accord, il n'y aura pas de débat là-dessus. L'accord est déjà signé. Tu l'as dit, ils vont là-bas pour entériner l'accord. C'est-à-dire pour approuver l'accord contresigné par des ministres des Affaires étrangères respectifs. Là, aujourd'hui, ce sont les chefs de l'État qui viennent entériner, apposer leur signature pour pouvoir donner encore plus de force à cet accord-là. Donc, malgré tout ça... C'est l'accord signé le 27 juin dernier, à Washington. Ça fait combien? Ça fait presque 6 mois que cet accord a été signé. Est-ce qu'il a déjà été commencé? La mise en œuvre est-elle déjà effective à quelque degré que ce soit? Qu'est-ce que vous avez constaté qui a été accompli et qu'est-ce que vous avez constaté qui n'a pas été accompli? Il y a le statu quo. C'est-à-dire il n'y a pas eu sur le terrain, il y a eu des avancées sur le plan diplomatique, mais sur le terrain,
rien n'a changé. Rien n'a changé, c'est-à-dire avant accord égale après accord. Avant accord, du moins signé, contre-signé par le ministre des Affaires étrangères, des Affaires étrangères, justement. Mais maintenant, on peut beaucoup plus comptabiliser quand notre président, et le président Kagame et le président Trump, puisqu'ils vont contre-signer avec eux. C'est là qu'on peut réellement faire des estimations. Ce qui s'est passé, c'était formel. Mais c'est ce qui fait que nous devons rester prudents, ou du moins pour ce que je vois sur le marché politique du Congo, et garder un pessimisme mais raisonnable. Pas le pessimisme du genre à dire le président a vendu le pays, il va vendre notre... Non, là, nous sommes dans l'approche sécuritaire. Ouais. Vous dites que rien n'a été accompli jusque-là. Rien n'a été accompli. Depuis le 27 juin. Rien n'a été accompli. Moi, je pense que il faut avoir une autre vision. C'est-à-dire, quand on regarde notre pays, d'où il vient sur le plan militaire, sur le plan de l'armement et autres, je pense qu'on a mis à profit ces temps-là, où il n'y a pas eu d'avancée réelle pour nous réorganiser notre armée, au moins partiellement. Très bien. Pour aussi acquérir des matériaux et des matériels militaires probants pour nous aider éventuellement s'il y a un affrontement direct. Puisque la guerre que nous subissons aujourd'hui n'est pas une guerre classique, c'est asymétrique. Merci bien, monsieur Gandhi Kassende. Je me tourne vers maître Samuel Nkonko. 27 juin 2025, 4 décembre 2025, plus ou moins 6 mois après. Vous avez déjà lu cet accord. Aujourd'hui, il sera entériné. À votre approche, à votre lecture, quels sont les points forts et les points faibles au regard de ce qui s'est déjà déroulé pendant les 6 mois de cet accord? Merci beaucoup, très cher dame. Il faut reconnaître aussi que la signature d'un accord n'est fait qu'entamer un début d'un processus. C'est pas lorsqu'on signe un accord que automatiquement tout se réalise. La paix arrive ou tout ce qu'on s'est dit dans un accord va passer à exécution. Mais il faut aussi reconnaître ici que l'accord qui a été signé, je crois, le 24 juin 2025, par les représentants des affaires étrangères des deux pays, du Congo et de la République sœur, le Rwanda, n'avait eu tout simplement, d'abord premièrement, qu'à énoncer des principes. Et c'était un vent d'espoir pour nous les Congolais. Pourquoi? Parce que nous en avons marre de cette guerre de l'Est. Et toutes les voies et toutes les dynamiques qui s'offrent en vue de pouvoir nous accorder la paix seront toujours le bienvenu. Et là, présentement, étant donné que c'était l'administration américaine qui s'est offerte, de manière à pouvoir nous accorder des bons offices en vue de pouvoir nous mettre autour d'une table entre nous et le Rwanda, ne pouvait être que bien reçu. Mais fort malheureusement, il faut aussi reconnaître qu'une chose, c'est que l'accord signé n'a pas automatiquement eu à apporter le vent d'espoir suffisamment attendu. Est-ce que la situation sur le terrain s'est-elle détériorée? La situation sur le terrain n'a pas évolué. Elle est restée intacte. La situation sur le terrain est restée intacte. Les affrontements se sont poursuivis. Il faut reconnaître ici que cet accord qui est signé entre nous et le Rwanda porte plus sur des intérêts d'abord économiques, en vue de pouvoir nous amener à pouvoir régler les autres problèmes connexes à ce problème. Ça veut dire les questions d'ordre humanitaire, parce qu'il y a plusieurs réfugiés congolais, d'après les Rwandais, qui se retrouvent dans leur pays, veut dire dans toute la partie de la région orientale. Vous avez l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, vous avez plusieurs réfugiés congolais. Il faut répondre aux questions humanitaires. Deuxièmement, la problématique liée à la question sécuritaire. Vous savez bien que dans ces accords, les parties se sont convenus une chose, c'est qu'il fallait absolument neutraliser aussi. Ils n'ont fait que reconduire ce qui a été dit lors des échanges qu'il y avait au niveau de Luanda entre le président Tshisekedi et le président rwandais, mais lors lorsque le président angolais nous accordait ses offices, il était convenu une chose, c'est qu'il fallait d'abord tenter de neutraliser les FDLR et qu'à la suite de cela, le Rwanda devait retirer ce qu'eux-mêmes appellent les mécanismes défensifs. Alors, est-ce qu'il y a des aspects qui vous inquiètent dans cet accord? Les aspects qui nous inquiètent sont effectivement visibles. C'est d'abord quoi? C'est que dans cet accord, on ne parle que de la problématique qui lie le Congo au Rwanda, mais on ne parle pas de la question au niveau interne. Je crois qu'au niveau interne, il est important de mettre un accent dessus. Parce qu'il est bien bon de pouvoir régler le problème entre nous et
nos voisins. Mais si on ne règle pas le problème en interne, on risque encore de nous retrouver en train de pouvoir carrément disposer ou mettre en place des structures qui vont encore une fois nous faire réchuter dans une certaine crise. Moi, je crois que c'est bien bon de trouver une solution entre nous et le Rwanda, mais il serait encore préférable qu'en interne, que des dispositions soient prises afin qu'un dialogue soit réellement convoqué au travers duquel tous les Congolais devront y prendre part et mettre en place des résolutions qui nous amèneront de pouvoir sortir de cette crise. Mais penser que nous pouvons nous arrêter tout simplement aux accords de Washington, qui à la base sont d'abord des accords économiques. C'est vrai qu'il y a certaines voix qui s'élèvent, tendant à pouvoir dire que nous ne connaissons pas encore le contenu de 10 accords. Qu'est-ce qu'il a été dit? Mais moi, je crois que les accords de Washington sont clairs. Il y avait des points qui traitaient aussi des questions liées au cadre d'intégration économique. Je crois qu'il suffit de se référer à cela pour avoir une réponse dessus. Maître Samuel Nkonko, on va donc poser la question sur... voilà le deal, parce que l'aspect économique c'est aussi ça. Les Congolais d'entrée de jeu, nous voulons avoir ce deal avec les Américains, échange sécurité, matières premières, parce que nous voulons la paix, mais aussi les développements qui doivent intervenir par la coopération internationale qu'on va engager dans la sous-région, dans les Grands Lacs. C'est pas pour rien que d'autres États, notamment le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, sont aussi sur place pour pouvoir prendre part à cette cérémonie d'entérinement. J'accueille monsieur le père Kubangila, qui est président d'un parti politique de l'Amoka, proche de Martin Fayoulou. Comment ça se passe chez vous, monsieur Kubangila? Oui, merci, cher Dan. Bonjour à toi, bonjour aux amis avec qui nous allons partager ce plateau cet après-midi. D'abord, je tiens à m'excuser pour un petit retard, indépendamment de ma propre volonté. Un petit grand retard quand même. Hein? Ah, ok. Tu sais, la circulation à Kinshasa actuellement devient un calvaire avec l'état de nos routes. Bumba semble être dépassé. Bon, c'est juste la suite logique de la gestion de M. Tshisekedi. Parfois, c'est l'opacité totale. Bon, nous sommes efforcés quand même d'être là. En entrant ici, j'ai entendu mon frère Gandhi dire des choses que Kagame est coincé, des histoires comme ça. D'abord, aujourd'hui, il faudrait enlever dans les têtes des Congolais que les Rwandais nous agressent. Pourquoi? Non, mais Tshisekedi de lui-même et de son accord a dédonné Kagame. Nul pas. Moi, j'ai l'accord avec moi. Peut-être si les amis n'en ont pas, moi je l'ai ici avec moi. Nulle part dans cet accord, on reconnaît à Kagame état agressé. On parle de retrait de mesures défensives. De mesures défensives. Donc aujourd'hui, s'il faut parler du Rwanda... C'est pas une reconnaissance tacite, ça? Non, c'est pas une reconnaissance tacite, cher frère. Donc aujourd'hui, s'il faut parler du Rwanda, il faut dire que le Rwanda a la force de défense. Mais il y a aussi cessation. Est-ce que quand on dit cesser de soutenir les groupes armés, étrangers, est-ce que ça n'est pas clair? Cher Dan, ici, d'abord... Tshisekedi et Kagame ont dédouané les AFC M23. Vous comprenez? De quoi? Tshisekedi, bon, non, mais dans l'accord ici, le M23 est représenté comme un groupe armé étatique, où l'accord recommande au gouvernement de pouvoir négocier avec l'AFC M23. Il ne faut pas torpiller l'accord. Hein. Non, mais ça y est là. Il faut rester fidèle à ce qui a été consigné. Je ne philosophie pas, mais j'ai l'accord avec moi. Lorsqu'on demande à notre gouvernement de pouvoir négocier, parce qu'il y a un point qui dit que les groupes armés non étatiques devaient être neutralisés. Mais pour le M23, on recommande au gouvernement de pouvoir négocier avec les M23 et les AFC. Est-ce que les M23 et AFC sont-ils des groupes armés non étatiques? Vous comprenez? Donc, ici, il y a plus le problème. En fait, je lis d'abord le préambule parce que nous devons quand même faire comprendre aux Congolais. Allez-y. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et le gouvernement de la République du Rwanda, si après dénommer le parti, réaffirmant l'engagement mutuel de respecter la déclaration de principes signée par le parti le 25 avril 2025, fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du règlement pacifique des différends. Vous pouvez nous dire là où l'intégrité territoriale du Rwanda est menacée? Et par qui? Soyons patriotes, s'il vous plaît. Enlevons d'abord à nous les casquettes d'être membres d'un parti politique. Est-ce que la souveraineté, l'intégrité territoriale du Rwanda est menacée?
Ben, c'est un principe qu'on Non, s'il vous plaît, cher Gandhi, s'il vous plaît. En fait, enlevez-moi le principe. En fait, vous pouvez dipper la force du progrès, mais vous ne saurez pas dipper les intellectuels congolais. Est-ce que vous pouvez me dire une seule localité rwandaise qui est occupée par une force étrangère, soit soutenue par la République démocratique du Congo? Mais c'est pour ça qu'on dit que le Rwanda agresse la RD Congo. On ne dit pas le contraire. Mais pourquoi dans cet accord, cette reconnaissance ne se figure pas? Il y a quelque chose de très important, monsieur, que vous ignorez. Hein? L'accord L'accord que vous avez entre les mains, vous avez essayé de lire un peu le préambule. N'est-ce pas qu'il est dit que cet accord-là prenait racine sur la résolution 2773? Très bien. Je vous ai posé une question. Non, répondez-moi à cette question. Malheureusement, ce n'est pas à vous de poser la réponse. Ne divagons pas. Mais au moins, je réponds. Voilà, faites pas de langage, répondez, oui. Cet accord contredit même la résolution 2773. Pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas dit que l'accord prenait racine sur cette résolution? S'il te plaît, cher frère, mais laissez-moi avancer. Vous avez 2 minutes. Voilà. L'accord contredit même cette résolution. Pourquoi? La résolution 2773 demande aux groupes armés de quitter la cessation immédiate des hostilités. Mais contrairement d'ici, ici... Mais cette résolution est contenue dans l'accord. Non, mais si la résolution est contenue dans l'accord, l'on devrait soit reprendre certaines fois. Parce qu'ici, on nous demande de noter avec les M23 et l'AFC. Et aussi, on nous dit, les Rwandais, pour enlever ces forces de défense, il faudrait que les FDLR soient neutralisés et verifiables. Vous comprenez? Contrairement à la résolution 2773. Vous ne voyez pas que ça contredit. Donc, cet accord, en réalité, bon, malheureusement, les minutes nous est imparti, sinon, je pouvais encore aller plus loin. Regardez ce que l'accord dit. Oui, ok. Bon, conscient des négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et l'obligation de parties de leur apporter leur plein soutien pour mener à bien. Chers frères, mais lorsque nous demandons, pourquoi, s'il vous plaît, pourquoi la République n'a pas demandé aussi au Rwanda de pouvoir négocier avec les ADF? Les RDF. FDLR plutôt. On nous demande de négocier avec les M23 et la AFC, qui est une rébellion soutenue par le Rwanda, entre guillemets, de l'Union sacrée. Mais ici, Kagame nous impose, nous, d'anéantir les FDLR, mais pour l'AFC M23, nous devons négocier. Merci alors vous avez une lecture qui est parcellaire, monsieur, vous avez ces papiers, mais je me rends compte que vous n'avez pas vraiment plongé dedans. Parce qu'il a recommandé au Rwanda de réintégrer les FDLR, oui ou non? Non, arrêtez de... Non, moi j'ai il est oui ou non demandé au Rwanda de réintégrer. Non, cet accord, c'est... Non, ça, c'est pas Doha. L'accord qui a été signé aux États-Unis. Attendez, on se met d'accord. C'est ça. On va se mettre d'accord. On doit avoir du respect pour les braves gens qui nous suivent et ne pas être parcellaire quand on met en place des opinions comme ça. Vous parlez d'un document que vous avez entre les mains, un document qui est assez spécifique sur la question où le Rwanda doit réintégrer les FDLR. C'est écrit. C'est quel point? Prenez. Non, il s'agit de vos papiers. Non. Mes papiers. Non. Ah, donc c'est d'accord. Je me rends compte. C'est moi qui ai la parole. Je me rends compte que vous ne maîtrisez pas. Qui a la parole. Je me rends compte. Non, je vous donne l'accord. Lisez-nous là où on a demandé au Rwanda d'intégrer les FDLR à la mer rwandaise. S'il vous plaît. J'ai réintégré socialement le FDLR. Ça, vous n'avez pas lu. S'il vous plaît. Dites-moi si ça n'existe pas. Je reprends la parole. J'ai repris la parole. Je lui donne la parole à lui. C'est à lui maintenant de nous donner sa lecture de cet accord de Washington. Quels sont les aspects importants et quels sont les aspects qui vous trouvez qui ne sont pas peut-être bons dans cet accord, où tout est, je sais pas, tout est agréable. Quel est votre avis par rapport à ça? Kagame ne voulait pas de cet accord. Je ne sais pas de ce qui tire cette lecture, mais c'est regrettable si on doit tout simplement avoir des positions que l'on qualifie de politiques et ne pas avoir une lecture qui est assez poussée sur ce qui se passe. Quelques jours, je déparle un peu de quelques semaines, quelques jours avant la signature de CETA, l'entérinement qui va se passer aujourd'hui à Washington, Kagame a fait une grande messe où il a appelé ses journalistes à lui, il a passé son temps copieusement à insulter les RDC. Conférence de presse. Voilà, à insulter les RDC, à insulter Washington, à qualifier Washington d'être une comédie. Kagame par ces mots. Donc quelqu'un qui serait dédouané, parce que bon, je ne comprends pas cette lecture de Monsieur le Père. Quelqu'un qui serait dédouané par cet accord, selon lui, donc trouverait encore à insulter et à dénoncer l'accord en question. Enfin, à un moment donné, je ne sais pas, en dessous de nos cheveux, il y a un cerveau. Il faut réfléchir.
Donc voilà. Kagame s'est dérobé, c'est pas la première fois. À Luanda, c'était des traités comme ça qu'il devait signer. Les retraits de ce qu'on peut appeler mécanisme de défense ou quoi, les retraits de son arsenal sur le sol congolais, de ses militaires. Tout avait été négocié par M. Lorenzo et voilà. Et M. Uhuru Kenyatta, tous y travaillent dessus. Le jour où on devait signer, Kagame ne s'est pas présenté, puisque ça mettait à mal le modèle économique qui a permis au Rwanda de prospérer durant ces 30 dernières années. Donc à quel moment, quand on est Congolais, qu'on a vécu dans ces pays, à quel moment on va considérer que cet accord ici va être bénéfique au Rwanda? À quel moment? Puisque le Rwanda a assis son modèle économique essentiellement sur l'agression rwandaise, essentiellement. Mais quand il évoque l'accord de Washington et la résolution 2773, quels sont les points de ressemblance entre les deux? La cessation des hostilités, le respect de la souveraineté territoriale, les retraits de troupes. Pas de contradiction entre les deux? Mais quelle contradiction il y a? Il est en train de faire une lecture qui est politique, qui est partisane, qui est dans les climats de ce qu'on appelle l'opposition à la congolaise, où on veut, à chaque fois quand quelque chose est fait, même si elle est bonne, parce que c'est que l'opposant, quelqu'un que je ne soutiens pas, il faut l'avilir. Absolument pas. Mais monsieur Laros Mouya, l'accord de Washington, si nous enlevons la résolution 2773, est-ce qu'il y a des endroits, il y a des paragraphes ou une partie du texte qui énonce clairement que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo, ou il n'y en a pas? Mais comment est-ce que le Rwanda se retrouve là si le Rwanda n'est pas l'agresseur? On pouvait bien avoir la Namibie ou le Botswana. On doit arrêter de faire de verbiage inutile. Ça, franchement, c'est enfantin. Moi, je ne me sens pas à l'aise dans un débat comme ça. Il faut avancer comme des intellectuels ou les cadres est posé. Le Rwanda se retrouve là en tant que qui? À Doha, le Rwanda est allé là-bas représenter qui? À un moment donné, à Doha, les pantins qui étaient là n'arrivaient plus à parler. Il fallait que Kagame s'y déplace. Il s'est déplacé en personne. D'abord, son ministre des Affaires étrangères s'est déplacé, mais ce n'était pas suffisant. Kagame se déplace en personne. Il est là en tant que qui? Ça pouvait être aussi le président namibien, par exemple. Donc, il est question, et même quand vous entendez, bon, c'est comme ça que je me demande, est-ce que vous faites vraiment la politique? Est-ce que vous êtes vraiment intéressé par votre pays? Monsieur Trump, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas arrêté de parler de cette question. Il dit les Rwandais traversent, ça fait 30 ans, 6 millions de morts, parfois ici 7 millions de morts et tout. Donc un monsieur comme ça va s'asseoir sur cette question, il ne sait pas de quoi il est question, il met en place son administration, vous pensez qu'il a du temps à perdre pour ça? Non, un peu de sérieux monsieur. Kagame n'est pas favorable à cet accord. Même tous ceux qui composent la caste ou le cortège de malheur de ceux qui nous agressent, il n'y a qu'à voir la réaction. Ils insultent l'accord, ils vilipendent le chef de l'État, et il y a même certains du M23 qui se sont exprimés, ils ont dit ça ne nous concerne pas. Mais quelles sont les garanties que vous avez que le Rwanda va respecter les engagements qu'il y a là, retrait des forces de défense, respect de l'intégrité territoriale de la RDC, cessation de soutien aux groupes armés? Quelles sont les garanties que nous pouvons avoir de respect de l'engagement de la part du Rwanda? Ça, c'est une autre question qui est très fondamentale. C'est comme ça que pour moi, ce n'est pas un moment faste. Pour moi, nous sommes entrés dans une phase qui est très critique. Voilà. Je parlais même pour les services qui nous suivent. En ce qui concerne Kinshasa, on doit être en état d'alerte. Pour moi, ce n'est pas un moment de fête. Non, absolument pas. C'est une période assez critique. Kagame, nous les connaissons bien pour l'avoir combattu depuis 30 ans. Nous les connaissons extrêmement bien. Mais c'est pas une bonne nouvelle, c'est un moment critique. Pourquoi ça devient un moment critique? C'est un moment critique. À quel moment ça devient critique? Mais vous pouvez bien vous souvenir du moment où ça basculait au Rwanda. Il sortait de la signature d'accord d'Arusha. Donc voilà. La paix n'est pas une culture pour Kagame. La paix n'est pas une culture pour tous ceux qui sont avec lui. Dès que vous cédez à l'idéologie de l'agression rwandaise, que vous soyez congolais, kenyans et tout, c'est fini pour vous. Vous n'êtes pas optimiste du tout? Je suis très réaliste. Je suis très réaliste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les garanties, c'est d'abord notre propre dimension à faire respecter les traités qui vont être parachevés. Donc voilà. Moi, je ne vu nulle part Kagame signer des traités et les respecter. On a fait 30 ans d'agression. C'est une perte de temps. On est parti. C'est pas une perte de temps. On l'a mis à nu devant le monde. Où Kagame a été indexé comme étant l'agresseur. Donc voilà. Et il est arrivé les temps où on signe, effectivement, il y a des mécanismes qui sont mis en place dans le cas de ces... D'accord. Alors, vous avez posé la question à M. Gandhi.
tout à l'heure il expliquait, lorsque nos ministres respectifs des Affaires étrangères ont signé, il y avait un certain cadre qui avait été défini de mécanismes de surveillance, respect des engagements. Voilà. Et ce travail en amont a été fait. Cet instrument a été installé. Mais sur le terrain, il n'y a pas eu évolution, effectivement, tous on le voit. Et le Rwanda continue d'agresser et nous continuons de mécanisme de surveillance dans lequel appartient et le Qatar et les États-Unis. Et la RDC. Et la RDC voilà, ainsi que le et Rwanda. La médiation de Lomé. Voilà. Donc, pour le moment, on voit que le Rwanda continue. Et nous continuons de tenir les lignes. Bon, là, on va aller parachever. Et ce sont les responsables au plus haut point qui vont signer. Donc voilà. Après la signature, on va voir comment ils vont se comporter. Et nous, on tirera le sonnette d'alarme, mais ce n'est pas pour autant que nous allons abandonner les fronts. Absolument pas, on va continuer. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Larousse-Mouya, on va revenir un peu sur le communiqué du porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, qui a dénoncé il y a quelques jours la violation du cessez-le-feu par l'AFC, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Une petite lecture d'ordre juridique, j'ai vu, ça s'est enflammé sous la toile, et même dans certains médias, où on a essayé d'interpréter les articles 213 et 214 de la Constitution. Je donne la parole d'abord à Maître Samuel Nkonko. Je retrouve ma Constitution. J'espère que vous l'avez, oui. La vôtre. Voici ce que dit la Constitution, article 213. Les présidents de la République négocient et ratifient les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. L'article 214. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction du territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable que sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Maître Samuel Nkonko, quelle est votre lecture de ces deux articles au regard de la signature, de l'entérinement de l'accord de Washington? Okay. Nous sommes en plein respect ou nous sommes quelque peu déviants? Bon, je vais essayer de pouvoir donner aussi ma lecture par rapport à tout ce qui a pu entraîner la toile ces derniers temps. Oui. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que chez nous, nous avons encore une difficulté par rapport à cette matière liée à la ratification, c'est qu'il n'y a pas encore une loi spécifique qui fixe réellement les conditions par lesquelles un accord ou un traité peut être ratifié de manière interne. Okay. Notre loi dit plutôt qu'il est reconnu au chef de l'État de pouvoir négocier des accords et des traités et de pouvoir aussi les ratifier. Mais elle ne dit pas clairement par quelle procédure. Parce que la ratification en soi, c'est une sorte de loi, c'est une sorte d'endossement, c'est une sorte d'acceptation et ça s'est fait généralement sous forme de loi. Mais ici, lorsqu'on dit que le président de la République peut négocier et ratifier, alors, cet aspect-là, l'essence est vide, c'est comme ça qu'il y a tous ces débats. Mais la Constitution continue, elle dit que pour les matières qui ne peuvent pas donner lieu à ratification, il est reconnu au gouvernement de pouvoir signer des accords et de pouvoir, après, en informer le Parlement. Mais pour les traités, les accords qui touchent aux questions de paix, d'économie et tout, ici, la loi est claire, elle dit qu'il faudra impérativement informer et une ratification. Impérativement. Ça, c'est l'article 213. 214. L'article 214 qui dit que les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, au règlement de conflits internationaux, et ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives et ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte l'échange, la jonction des territoires, ne peut être ratifié ou approuvé qu'en vertu d'une loi. Donc il faudrait, c'est-à-dire quoi, avant que le président ne puisse signer, aujourd'hui à Washington, il fallait qu'il y ait une loi. Il faut se poser d'abord la question de savoir, est-ce que l'accord que le président va tantôt entériner ou signer au nom du pays, est-ce que cet accord touche aux matières prévues à l'article 214? Quelles sont les matières? Ce sont les matières qu'on venait de lire tantôt. Commerce, tout ça. Accord de paix, oui. Ce sont des matières, effectivement, qui touchent. Si ce sont des matières qui touchent à l'article 214, il est clair qu'il faudrait
absolument une loi de ratification. Donc l'Assemblée nationale devrait se saisir de cette question. Non. Écoutez, il a bien explicité. Préalablement, c'est une question que je pose. L'Assemblée nationale devrait se saisir de cette question d'elle-même, ou déjà le gouvernement devrait d'abord informer le Parlement. Le Parlement, qu'est-ce qui vient en amont? Écoutez, je venais de le dire tantôt que la difficulté en interne chez nous, c'est que la procédure de ratification n'est pas clairement reprise par nos textes. Elle n'est pas clairement reprise. Alors, pour pouvoir évoluer, il est peut-être possible de pouvoir voir ce qui se passe sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, avant qu'un président ne puisse aller négocier ou ratifier, il a besoin d'abord d'une loi ou de l'accord de son Parlement. Comme le Rwanda l'a fait. Ça, c'est pas sous d'autres cieux. Ça veut dire le président demande un accord ou une autorisation, et lorsqu'il reçoit l'autorisation de son Parlement, il va maintenant engager son pays. Mais chez nous, la Constitution ne dit pas clairement la procédure. Ce qui veut dire que dans la pratique, qu'est-ce qui devra se passer? Parce qu'en soi, l'engagement que le président de la République devra prendre, c'est peut-être en fonction de l'article 213. Mais étant donné que ça touche aux matières reprise par l'article 214, je crois que au retour, il faudra absolument... Au retour de Washington. Au retour de Washington, il faudra absolument que ces matières puissent être réellement rencontrées par notre représentation nationale afin qu'il y ait une loi de ratification. Donc, parce que s'il n'y a pas de loi... en aval de la signature. L'entorse chez nous, c'est laquelle? C'est que la matière n'est pas clairement définie par notre Constitution, par des lois spéciales. Elle n'est pas clairement définie. Maître Samuel, oui. je ne vous arrête pas, mais on va signer, si on signe à Washington et qu'on revient, on engage un débat au Parlement, et que les législateurs constatent que cette loi porte atteinte aux intérêts de la République, pendant que cet accord a déjà été signé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe de manière technique en droit comparé? C'est quoi? C'est que lorsque une loi, ou bien un accord international ou un traité international, se retrouve en contradiction avec, par exemple, notre Constitution, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux cas de figure qui s'ouvrent. Soit on révise la Constitution, pour que cette constitution soit conforme à l'accord international, soit on demande au gouvernement de pouvoir aller renégocier ce dit accord ou ce dit traité afin qu'il soit conforme à la Constitution. Parce qu'un traité et un accord, étant donné que notre Constitution dit qu'il aura une valeur supérieure à nos lois, il faudra que les traités et l'accord soient conformes à notre Constitution. Lorsqu'il n'est pas conforme à notre Constitution, il aura difficile à être appliqué. Et le dernier élément, c'est que une fois ratifié, l'exécution ou la mise en pratique du traité international ou d'un accord international est soumis à la règle de réciprocité. Ça veut dire qu'il faudra que les engagements soient aussi exécutés par la partie adverse avant de voir notre pays dans le cas de figure, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays ou à Washington, il n'y a aucune violation de la Constitution. Il faut qu'on soit clair à ce sujet. Il y a une obscurité qui demeure encore compte tenu du fait que la loi n'est pas claire. Elle profite à qui, cette obscurité? Cette obscurité profite à qui? Bon, on ne dirait pas que ça profite à quelqu'un. Tout simplement parce que les dispositions ne sont pas claires dessus. On ne peut pas aujourd'hui condamner les institutions ou l'exécutif d'aller signer. Parce que ici, le débat, il est tenu. Pourquoi? Parce qu'au Rwanda, il y a une procédure qui a été faite peut-être conformément à leurs dispositions. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas chez nous. Chez nous, il est reconnu au président de la République de pouvoir négocier et ratifier. Donc, il est reconnu chez nous. Sauf qu'il y a des matières pour lesquelles il faudra absolument qu'il y ait une approbation, bien une loi de ratification. Il peut venir en aval de la ratification. Le débat reste ouvert. Le débat reste ouvert. Bon, excusez-moi. Monsieur Gandhi. Oui. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec cette question ou je... Très à l'aise. Allez-y. Même s'il y a longtemps j'ai appris ça. Allez-y. Puisqu'on ne nous donne pas l'occasion d'appliquer ce que nous avons appris il y a quelques années. Allez-y. Et ici, il y a des faux débats souvent, par méconnaissance des textes, de certaines théories des relations internationales ou du droit en général. C'est cette méconnaissance qui fait qu'il y a des débats un peu à l'emporte-pièce. Débats un peu détournés, quoi. Oui, mais des débats qui ne sont pas des débats. Moi, j'ai dit, mettre à expliciter les choses. C'est vrai qu'il y a aussi, on rencontre même des difficultés dans le contour. Quand on regarde l'article 213 et 214 de la Constitution, complémentaires en même temps contradictoires. Les deux articles sont complémentaires et contradictoires. Pas très explicites, le maître l'a dit. Contradictoire à quel niveau?
Quelles sont les contradictions? Puisque d'un côté, on reconnaît au chef de l'État, au président de la République, le fait de négocier et de ratifier, qui est très important, un acte très important. Mais de l'autre, on dit, sur certaines matières, il peut signer, mais ça doit être ratifié par le Parlement après débat. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, en fait. On a mis des gens là, des gens qui ont... Les anciens rebelles, là, ils n'étaient pas futés, malgré parmi eux, il y a des juristes bien renommés qui ont des connaissances dans la matière. C'est la précipitation pour avoir le pouvoir. Ils ont bâclé certaines dispositions de notre Constitution. Pour simplifier les choses, pour tout le monde, hein, il y a 3 étapes quand il y a un accord. Disons, les accords, il y a aussi plusieurs sortes d'accords. Il y a l'accord simple, il y a la convention, il y a les traités, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais pour les accords, quels que soient les accords, sur le plan de droit international, il y a d'abord la signature de l'accord. L'élément qui vient en premier. C'est le chef de l'État, c'est le ministre. Ben, ils vont signer des accords. C'est la première étape. Ensuite, une fois l'accord signé, il intervient la ratification. En général... L'accord vient avant, la ratification vient après. La signature de l'accord vient avant. Et puis ensuite vient la ratification. Nous avons 2 chemins, 2 cheminements. Le président de la République peut ratifier, mais le Parlement aussi peut ratifier. D'ailleurs, vous voyez dans certaines séances, on passe ça sans même débat. Ils viennent, on leur donne des textes. Ils approuvent pour les accords qui étaient signés, mais ratifiés par la suite par le Parlement. Et dernier élément essentiel aussi, dernière étape, c'est l'entrée en vigueur de l'accord, du traité, de la convention. Et l'entrée en vigueur, c'est quand on a approuvé, en ce moment, c'est applicable. Tant que ce n'est pas ratifié, ce n'est pas applicable. Donc les accords que vous voyez où les gens disent si Tshisekedi est en train de vendre le pays, mais ils disent ce sont des aberrations, Dieu. Puisque Tshisekedi va signer, après avoir signé, ça va être entériné par le Parlement, d'une manière ou d'une autre, ou le chef de l'État, selon l'ampleur de l'accord. C'est comme ça que les choses se font, pas autrement. Donc vous dites et en plus, vous dites la même chose avec... Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit la même chose que Maître. C'était pour expliciter, donner les 3 étapes. Et encore que même si c'est déjà signé, voire même ratifié, s'il s'avère que dans l'application, dans l'entrée en vigueur de cet accord ou cette convention ou ces traités, il y a l'autre partie qui enfreint, qui n'applique pas une des dispositions de l'accord. Il y a en droit international, je pense qu'en droit national aussi, il y a cette clause qu'on appelle la clause rebus sextantibus. Ou alors on a vu ça dans une affaire qu'on appelait pacta sunt servanda, qui permet à l'État, le président le dit en termes simples pour que les gens comprennent, mais on dirait que les gens n'ont pas compris ça. S'il y a écueil, si à un moment donné une des dispositions n'est pas appliquée, respectée, on a droit de nous retirer ou de remettre en cause l'accord. On a des protections, on a une protection d'une manière ou d'une autre. Il faut rassurer les Congolais. Merci beaucoup. Vu que vous dites presque la même chose avec Maître Samuel, je ne vois pas l'intérêt de continuer. C'est déjà dit, c'est déjà compris. Merci de ce complément. Bon, je crois que je donne la parole. Bon, Monsieur Laros venait de parler avec Maître Samuel. Je donne la parole à Monsieur le Père Koubangila de la Mouka, lui qui voit d'un très très mauvais œil cet accord. Qui n'est pas vraiment... Vous avez un ajout par rapport à ça ou on prend une autre question? Oui, ça ne peut pas manquer. En fait, tu as posé la question à mon précieux frère Mouya sur la différence entre la résolution 2773. Il n'a pas pu répondre. Et d'ailleurs, toutes les questions que tu lui as répondu à répondre avec l'accord, il est resté toujours... En fait, il a navigué à l'air. Nous devons aider la République. Cher Dan, vous savez, si aujourd'hui, le M23... continue toujours à nous poser des problèmes parce qu'il y a eu des accords signés en 2009. Et nous l'avions tous condamné. On avait signé des accords, mais on l'a fait juste pour... en fait, c'était d'une manière partielle. C'est ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. Tshisekedi signe l'accord avec le Rwanda. D'abord, écoutez, parce qu'ici, il y a plusieurs points. Je prends encore un point, surveillance économique.
le parti établisse ou utilise des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller le chaîne d'approvisionnement en minerais, le projet d'infrastructure et tout accord économique futur entre les partis conformément au cadre d'intégration économique régionale. Nous avons CPGL, n'est-ce pas? Oui. Mais si aujourd'hui, s'il faille encore signer un accord économique, mais pourquoi ne pas s'atteler au CPGL? Et aussi ici, le CPGL est compris, est inclus dans... Quel est le minerai que nous, la RDC... Ça ne fait que reprendre les... Voilà. Quel est le minerai que nous allons prendre au Rwanda? Nous, les Congos. Mais c'est grave ça. On parle de la coopération. Vous avez rien mais la coopération, c'est-à-dire, lorsqu'on coopère, c'est-à-dire, il y a l'échange, n'est-ce pas? Oui, mais... Non, cher Dan, aidons la République. Qu'est-ce que nous allons bénéficier au Rwanda? Nous, les Congos, mon pays, va bénéficier quoi au Rwanda? Est-ce que les Congos, sans le Rwanda, ne peut-il pas vivre? Mais la base ici, c'est que le Rwanda est en train de nous attaquer pour piller les ressources du pays. Non, très bien. Mais si le Rwanda est en train de nous attaquer pour piller nos ressources, pourquoi ne pas reconnaître, pourquoi le Rwanda n'a pas reconnu qu'il nous attaque pour voler nos minéraux? Mais il va signer l'accord, pourquoi? Cher Gandhi, en fait, vous voyez les choses de manière à protéger votre pouvoir. Moi, je vois les choses de manière à protéger la République. Moi, je ne suis pas du pouvoir. Non, tu es du pouvoir. Non, on le sait. Non, tu es du pouvoir. Ce n'est pas le premier débat de faire avec toi. Tu es du pouvoir. Vous les reniez dès maintenant? Non, attendez, le moment viendra où tu vas renier, mais pas aujourd'hui. Essayez d'évoluer. Donc, voilà. C'est-à-dire que ici, le Rwanda, en réalité, veut entrer en danse pour prendre nos minéraux de manière officielle. Mais ce n'est pas comme une partie à la crise, ou soit une partie qui nous agresse. Non. Mais si le Rwanda a besoin d'un minerai et que nous pouvons lui donner, de point de vue échange économique, gagnant-gagnant, où est le problème? Très bien. On n'empêche pas à une entreprise rwandaise ou soit au Rwandais de venir investir au Congo. Mais il faudrait... S'il vous plaît, cher Dan, s'il vous plaît. Le Rwanda, est-ce que pour bénéficier de nos minéraux, d'abord, il doit passer par des voies qu'il passe aujourd'hui? C'est ça le problème. Quelle voie? Mais non, le Rwanda cherche des accords. D'ailleurs, il le prend d'une manière illégale que nous connaissons tous. Et d'ailleurs, c'est ce qui est allé chercher le Kagame, c'est le Kagame, que non, lui avait les carnets d'adresse, lui avait le minerai, il devait faire l'affaire. Et aujourd'hui, il veut juste officialiser leur affaire. Une question. Avant que vous continuez, juste une question. Quel aspect positif tirez-vous de cet accord pour la RDC? Aucun. Zéro. Mais non, aucun aspect positif. Non, je vous lis encore une disposition de même accord. Mais c'est ce que dit a refusé le brassage. Et puis ce que dit l'accord. L'accord dit ceci. Attendez, parce que moi j'ai ça. Vous contredisez Fayoulou, votre chef, avant? Non. Nous avons rejeté cet accord. Allez-y. Fayoulou a rejeté cet accord. Allez-y. Ne donnez pas à Fayoulou un aspect. Allez-y rapidement. Oui, attendez s'il vous plaît. Le cadre d'intégration. Non, attendez. Parce que j'avais tout préparé. Bon, intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Toute réintégration éventuelle de combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et la police nationale congolaise, PNC, s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle. Où est-ce qu'on a parlé que le FDLR doit intégrer l'armée rwandaise, où M. Mouya disait? Merci. Vous avez posé une excellente question. Allez dans la partie 4, exécution CONOPS, s'il vous plaît. Partie 4. Exécution CONOPS, oui, on va faire ça. Donc, CONOPS, ce sont des annexes. Oui. Et dans le CONOPS, il est recommandé spécifiquement les rapatriements, la réintégration sociale. Donc, il a une lecture qui est parcellaire et il dit avoir lu les rapports. S'il vous plaît. Ça fait pas sérieux. Cher frère, écoutez, tu parles de l'intégration sociale. Ici, nous, on va intégrer dans la police et dans l'armée. Mais vous avez refusé le passage et message, n'est-ce pas? Alors, il y a une chose que vous n'avez pas compris, messieurs. C'est quoi la chose? Les M23 sont une entité, M23 FC. Il s'agit d'une entité qui est là, qui essaie de parler, de dire qu'ils avaient une autonomie.
ok? Une autonomie d'existence et pas leur propre voix. Sur cette table de négociation, où à chaque fois qu'il y a des revendications, avez-vous entendu une seule fois un représentant des FDLR? Mais de quoi est-ce qu'on parle? Très bien, très bien. C'est-à-dire, pour vous dire que pour Kagame, le M23, ce n'est pas son affaire. C'est une affaire interne. Et aussi le FDLR, qui est une rébellion entre guillemets rwandaise, c'est aussi une affaire interne. Donc c'est à nous, les Congo. Donc, vous ne voyez pas que toute la responsabilité est sur nous. Bon, au fait, donc, les Rwandais nous donnent toute responsabilité. Merci bien. Et des M23, et des FDLR, c'est sur le Congo. Et je vais lire une disposition. Il dit ceci. L'affaire irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR. Donc, c'est-à-dire, Tshisekedi a accepté que non, l'État congolais soutient le FDLR. Merci bien. Donc, allez comprendre. Il dit, donc, l'affaire irréversible et vérifiable du soutien de l'État FDLR et aux groupes armés associés et l'interdiction totale de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre qu'il soit national ou étranger à ces derniers. Vous comprenez? Donc ici, c'est le Congo, le pouvoir de Gandhi, de M. Mouya, qui soutient le FDLR. La question revient, la question elle est posée, la question revient souvent, et Mouya l'a dit hier, et Mme Salama également. Et quand même une question que beaucoup se posent aussi de façon à ce que la clarté soit de mise, M. Laos Mouya. C'est quand même pertinent aussi, la question problématique des FDLR. Quelle est votre lecture par rapport à cet engagement pris par le gouvernement sur la question de la neutralisation des FDLR? Non, oui. Je vais d'abord commencer par dire qu'il n'a pas lu la disposition qui était fait lire sur l'exécution du CONUPS, où on demandait la réintégration, les rapatriements et la réintégration sociale de forces dites FDLR par le Rwanda. Oui. C'est une responsabilité, un engagement qu'ils ont pris. Donc, s'il dit qu'il n'a pas trouvé ça, alors il ne peut pas se targuer d'avoir lu cet accord. Moi, pour dire que j'ai lu un livre, c'est quand j'ai été jusqu'à la fin des annexes, des index, pour dire que je l'ai lu. Donc voilà, je ne peux pas me permettre une telle affirmation. Et intellectuellement, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Le Rwanda, nous savons la raison sur laquelle le Rwanda nous a agressés. Mais ils ont prospéré avec toute une série de mensonges pour expliquer que la RDC soutient les FDLR. Mais nous tous, Congolais, on est ici, nous savons. À quel moment, à quelle époque, à quelle date est-ce que le FDLR a lancé une seule attaque sur le Rwanda? Mais avoir accepté de les neutraliser, c'est pourquoi avoir décidé ça? Ils ont fait de cet aspect une sorte de blocage, parce qu'ils savaient que ce n'est pas la vérité que la RDC allait refuser. C'est cantonné sur la vérité pour dire que nous ne collaborons pas, on ne participe pas avec le FDLR. Mais pourquoi avoir accepté? C'est une stratégie politique pour les amener à vider. Il faut des concessions. À vider leurs mensonges. Mais c'est ça que c'est l'alibi principal du Rwanda. C'est comme plus ou moins voulu céder la perche. C'est pas. Le Rwanda a plusieurs alibis. Vous allez entendre ces gens-là dire, même le ministre des Affaires étrangères rwandais, il expliquait non, il y a la population rwandophone qui est martyrisée. C'est aussi ça ce qui nous pousse à être là. Ils ont beaucoup d'argumentaires qui expliqueraient, selon eux, leur présence. Mais tous, nous savons qu'ils sont là pour les minerais. Ils sont là spécifiquement pour les minerais. Et comment vous allez vous en sortir avec la question sur le FDLR. Le Rwanda a pris les pouvoirs ici en RDC. Les Rwandais avaient le numéro 1 du renseignement qui était rwandais. Ils contrôlaient les appareils d'intelligence nationale. Ils ont traqué les Hutus partout jusqu'à l'équateur profond pour les massacrer. Nous savons, les rapports sont là. D'accord. Ils ont commis des massacres. Donc aujourd'hui, quand un Congolais, pire souche, explique que non, enfin, oui, les RDC coopèrent avec le FDLR, on a admis, c'est qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Et dans la politique, il y a parfois des postures qu'on doit prendre pour vider le mensonge de l'ennemi, le mettre à nu. Mais ça, c'est une reconnaissance que le gouvernement est en train de coopérer avec ces gens-là. La question est qu'on a signé dans le bureau Val. Ils sont, les FDLR dont ils parlent, ils sont spécifiquement, selon eux, dans les zones qui contrôlent. Combien de FDLR avez-vous vu le Rwanda transférer? Mais pourquoi vous avez accepté? Pardon? Pourquoi vous avez accepté? Mais je suis en train d'expliquer ça ici, au fait. Apparemment, vous n'avez pas suivi. Soyez calme. Vous n'avez pas suivi, visiblement. Soyez calme, voilà. Comme le gouvernement. Ça arrive à un moment donné où vous devez vider l'argumentaire mensongère de l'ennemi. Vous concédez, mais on arrive sur le terrain. Établissez. Vous dites qu'ils sont dans notre armée. Établissez dans quelle unité spécifiquement, puisque vous semblez les connaître. Dans quelle unité spécifiquement? Donnez les noms. Puisque nous, on s'est nommé.
tel général fait telle opération, commandé tel commandant a fait ici, à Kichiché, c'est tel qui avait ordonné les massacres de tel. On sait le faire aujourd'hui. Et à eux, on demande ça. C'est simple, ok, donner les informations, comme ça on va partir. Et pourquoi il y a blocus? On a dit, ok, donnez, on a signé, nos ministres des Affaires étrangères respectifs ont signé, ok, donnez les renseignements que vous avez, nous on va vous aider. Merci bien, monsieur Lacousmouya. On va avancer rapidement. La disposition que mon frère là avait demandé, c'est la phase 3. D'abord, phase 3. Évaluation conjointe par la RDC et le Rwanda du plan de neutralisation des FDLR par la RDC et leurs partenaires. 4. Il dit ceci. Démobilisation, rapatriement et réintégration des ex-combattants de FDLR, renforcer la confiance et l'environnement pacifique entre la RDC et le Rwanda. Donc ici, ce n'est pas... D'abord, on a demandé, nous, de neutraliser les FDLR. De manière conjointe. Non, s'il te plaît, cher Gandhi, on a dit ceci, je répète encore. On dit le plan de neutralisation de FDLR par la RDC et leurs partenaires. C'est par la RDC. Donc le Rwanda est innocent. Ils sont réintégrés où les FDLR? Il dit les ex, c'est-à-dire lorsque nous avons neutralisé, nous on démobilise. Et à ce moment-là, le Rwanda rapatrie. Il n'a pas tort, parce que quand vous lisez les annexes, au point 7, il est dit, voici les engagements pris par la RDC. Premier engagement, neutraliser les FDLR. Deuxième engagement, favoriser le rapatriement des membres des FDLR au Rwanda. Troisième engagement, garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région de Grand Lac, protéger la population et assurer le retour de déplacés dans leur milieu d'origine. Ça sont les engagements pris par la RDC. Le Rwanda désengager les forces, lever les mesures de défense mises en place par le Rwanda. Deuxième point, assurer la réintégration sociale des ex-combattants FDLR démobilisés et rapatriés. Je dis ça ou non ici? Je dis ça ou non? Non, mais je pose la question. Je dis ça ou non? Engagement du Rwanda. Réintégration. Mais écoutez maintenant entre l'engagement du Rwanda. Non. Il avait raison ou non? Non, cher Dan. Bon. C'est pas une chose, c'est que l'engagement du Rwanda et de la RDC. C'est une chose. C'est-à-dire comment une rébellion rwandaise doit être neutralisée par nous. Vous perdez votre temps, vous nous faites perdre un temps précieux. Parce qu'on est en train de chavirer sur l'intérêt du débat, au fait. Là, vous amenez un peu le genre de discussion qu'on voit un peu dans les agoras buissonnières de partis politiques. Non, c'est pas poussé. Non. Vous savez, c'est de l'avenir de notre pays qu'il s'agit. Je contrôle le débat. Vous n'avez pas la parole. Non. Si c'est qu'elle va partir demain, vous ne respectez pas la République. La police du débat, monsieur les pères Koubaï. Je m'excuse. Vous ne respectez pas le chef. Non, ici, mes ordonnances sont... À vos ordres, chef. Alors, merci beaucoup. L'aspect économique pour finir, 2 minutes, s'il vous plaît, l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Pourquoi les Américains, enfin, 30 ans plus tard, s'intéressent à cette question? Maître Samuel, en 2 minutes simplement, on a débordé largement. 2 minutes, s'il vous plaît. Bon, les intérêts des États-Unis dans cette affaire, c'est que les États-Unis, présentement, devraient de manière ouverte venir maintenant signer ou chercher un investissement. Parce que l'investissement américain dans cet accord est prévu, je crois, à près de 500 milliards. Alors, je crois que si réellement ces investissements peuvent réellement rencontrer ou être effectifs dans notre pays, ça pourra favoriser réellement un certain développement de manière interne. Et aussi, dans la région, le plus important, c'est que ça sera une région qui va réellement accorder de la paix. C'est ce que nous voulions, c'est qu'il y ait la paix. Mais il y a une crainte. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce type d'accords et de traités dans cette région. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, nous avions eu les accords d'Addis Abeba. Les engagements, les partis engagés dans les accords d'Addis Abeba, il y avait même la communauté internationale, il y avait les Nations Unies, il y avait tous les pays de la région, mais les accords d'Addis Abeba ont eu à chavirer. Moi, je crois que pour les accords de Washington aussi, l'effectivité de ces accords nécessite absolument qu'il y ait un engagement sérieux de toutes les parties et de notre part à nous, que nous puissions nous caractériser par une bonne gouvernance. Sans oublier aussi un dialogue en interne qui est très impératif. Votre avis, enfin, pour finir? Oui, pour finir, d'abord 10 secondes pour élever quelques équivoques. On dirait que les Congolais aiment bien s'auto-flageller. C'est-à-dire se faire harakiri. C'est un peu le cas de M. Lepère qui représente cette faction de Congolais qui se font du mal, qui cherchent toujours à se faire du mal. Ils voient toujours noir partout.
ça pose un problème. Mais un autre point aussi, 10 secondes, c'est-à-dire sur les aspects économiques. Quand on parle d'intégration, j'ai vu qu'il y a un débat au niveau de la communauté congolaise ici. Quand on parle d'intégration économique, il n'y a pas une histoire de partager des minéraux. Non, on a déjà des accords qui existent. C'est pour pouvoir renforcer les liens que nous avons, ne serait-ce qu'au niveau de l'exploitation de l'électricité. C'est du domaine économique, c'est du domaine social. On exploite l'électricité à Ruzizi entre le minerai est mentionné. Le minerai est mentionné, M. Gandhi. Je vous ai laissé parler. Okay. Entre le Rwanda, le Burundi et nous. Nous avons un consortium pour gérer ça. Nous avons aussi en commun, à gérer en commun, les lacs, nos lacs, qui nous séparent. Nous avons aussi le parc. C'est ça l'intégration économique. Et pour les restes, si, comme il y a eu un accord dans le passé, Tshisekedi a eu avec le Rwanda, à savoir, on transfère une partie de nos, disons, de l'or, et c'est raffiné là-bas. C'était Doha. Mais Doha, vous voyez que Doha a changé de fusil d'épaule. Au Rwanda, nous avons un chargé d'affaires. Ici, nous avons un ambassadeur plénipotentiaire. Ça a un sens. C'est-à-dire, maintenant, ils viendront directement à la source investir pour ne pas passer par les intermédiaires. Mais la question qui était, c'était pour savoir... Économiquement, pardon. L'intérêt américain. L'intérêt américain, c'est d'abord, pas seulement économique, c'est économique, mais c'est beaucoup plus stratégique. C'est un point important sur le devenir des États-Unis, de la puissance américaine. Aujourd'hui, on est à l'heure de l'intelligence artificielle. On est à l'ère de nouvelles technologies qui nécessitent d'avoir certaines matières premières. Mais ces matières premières, on en a plus ici. Donc, il y a une obligation. C'est pour ça que leurs multinationales viendront investir 500 milliards de dollars. Et sans compter, c'est que l'État américain, à peu près 200 milliards, qui vont investir ici. D'accord. Mais dommage que c'est un point important. On passe comme ça à l'as. On y reviendra certainement. Les États-Unis. D'abord, avant les États-Unis, parce que, permettez-moi de faire un pas en arrière. J'avais entendu Maître Samuel le dire, et aussi M. Gandhi. Il se disait, l'accord n'a pas dit clairement si le président devait... L'article 213 est différent de l'article 214. Ici, l'on parle, le président de la République négocie et rectifie les traités et accords internationaux. Mais l'article 214, on a bien dit les traités de paix, des traités de commerce. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire maintenant avec le Rwanda et consorts. Ça devait commencer par le Parlement. Le Rwanda l'a fait, s'il vous plaît, M. Gandhi. Mais ici, que je vous lise alors. Soyez calme. Maître Samuel disait que la signature peut venir avant ou après. Non, ici, la Constitution n'a pas dit que la signature devait venir avant la loi de ratification. C'est ça que j'ai dit. Cette loi, le Rwanda, avant la signature de l'accord... Non, nous ne sommes pas Rwanda. S'il vous plaît. Le Rwanda a sa législation. Chez nous aussi, c'est pareil. Non. Écoutez, prouvez-le. Oui. Le traité de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux. Ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatives à l'état des personnes, ce qui comporte échange et ajonction de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés, convertis d'une loi. Donc, il doit y avoir une loi pour que celle-ci soit ratifiée. La loi sera signée. Non, on dit... la loi doit précéder, cher frère. Non. Je n'ai pas dit ça. Où avez-vous vu l'obligation de la préséance? Il ne faut pas inventer, il ne faut pas torpiller. Vous n'êtes même pas juriste. Vous savez... Vous faites de la distorsion juridique. Non, la Constitution n'a pas été rédigée que par le juriste. Je pense que Maître ne va pas me contredire. C'est vrai. Il y a les politologues, il y a les sociologues et consorts. Il n'y a pas obligation de préséance. C'est pas mentionné dans ce que j'avais dit. Non, le mal c'est que, vous savez, il y a des points en réalité qui devaient nous mettre ensemble pour dire que non, le président a péché. Mais M. Gandhi a parlé ici de l'accord qui était signé entre le président et le Rwanda. Est-ce que le Parlement avait voté une loi? Nous l'avions appris bien après, que le président avait négocié des accords avec le Rwanda. Mais c'est passé devant le Parlement après. Cher Gandhi, demain tu seras président de la République. Ce que tu serais fait aujourd'hui. Je préfère le poste de Premier ministre. Donc, voilà. Moi, je pense que... Merci. Et aussi, je vais joindre ma voix à celle de Maître Samuel. Cher frère, Lumumba l'avait dit, l'histoire du Congo sera écrite au
Congo et par les Congolais. Merci bien. En dehors du dialogue inclusif, national et sincère, il n'y aura pas... Tout ce qu'on est en train de faire, d'ailleurs, en relation internationale, le respect d'un accord se fait de la bonne foi. Monsieur Larousse, il n'y a pas de comportement. En fait, il n'y a pas de situation contraignante pour dire que non, voilà, l'on doit. Non. Donc, c'est de bonne foi. Très bien. Donc, il faut que les Congolais se parlent à l'interne pour trouver des solutions à l'interne. D'accord. Waouh. Allez-y. Les Congolais qui vont se parler à l'interne pour trouver des solutions à l'interne sont ceux qui agressent les Congos. Mais non, attendez, je continue. Mais la question a été posée. Non, je continue, je parlais. Allez-y. Voilà, je parlais. Celui qui nous agresse, vous le savez, si vous le niez, alors vous n'êtes pas vraiment Congolais, vous n'aimez pas cette nation. Voilà. Pour être Congolais, il faut aimer la nation. Il y a une notion maintenant qui est en vogue. Hein, absolument. De mauvaise qualité. Mais la question c'est... l'union sacrée. La question c'est... Qui ratifie l'accord avec le Rwanda. La question est... Dans l'épargnat comme étant un agresseur. La question c'est... Ceux qui nous agressent, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui arme les mains qui agressent les RDC. Si on négocie, on parle, je ne vois pas M. Fayoulou porter le béret, l'habit noir, prendre une arme et monter au front pour aller combattre le Rwanda. Non. Attendez. On a eu combien de dialogues? Ne parlez pas de manière péremptoire, comme si les dialogues qu'on va faire sera la solution magique qui va se distinguer de tous les autres dialogues. Non. Il n'y a pas un dialogue qui a ramené la paix de manière définitive dans cette nation. Donc voilà. Il y a quelque chose que vous n'avez pas soulevé dans cet accord qui est là, qui est essentiel, qui est même la clé de la victoire. C'est qu'on a obtenu qu'il y aura des poursuites judiciaires. Bien sûr. Il y aura des poursuites judiciaires. Qu'est-ce qui a fait que le Congo habite cette blessure pendant 30 ans où les Rwandais nous agressent? Puisque à chaque fois qu'ils avaient agressé AFDLR, ils sont sacralisés. SNDP, ils sont sacralisés. Attendez. M23, ils sont sacralisés. À chaque fois, il y avait des amnisties pour tout le monde. Et donc, il y a la garantie de pouvoir reprendre les armes et continuer, sans être inquiété. Aujourd'hui, on a dit, niet, il y aura des poursuites. Ils sont commis contre ceux qui commettent des crimes, papa. Contre les rebelles. Contre ceux qui le commandent. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, monsieur? Les poursuites contre Kagame qui commande. Bien sûr. Soyez calme. Ah bon? Vous rêvez ou quoi? Qui va poursuivre Kagame? La justice congolaise, la justice internationale. Soyez calme. Mais vous êtes étonnant. Allez-y. Comment on peut poser une question pareille en politique? Il y a des chefs d'État qui ont été poursuivis à travers le monde, les juridictions à travers le monde. Si ça vous étonne, alors vous n'avez rien à faire en politique. Mais vous avez une voix en politique, apprenez qu'un chef d'État est poursuivable devant les institutions de son pays, même au niveau international. Ce ne sont pas des surhommes. Donc voilà. On a obtenu ça. Donc des gens comme Nanga, ils savent qu'il y a des procès contre lui. Et même au niveau de la CPI, les dossiers ont été ouverts. Kabila sait qu'il y a un dossier sur lui, au niveau de la CPI. Ils savent. Et la CPI ne s'en est pas cachée. Ils sont venus 6 ans de mission de manière officielle. Ils savent dans quel territoire est-ce qu'on mène des attaques, qui sont les commandants et tout. Ils font des rapports. Donc c'est connu, c'est obligatoire. Ça, c'est un point essentiel. Donc tout celui qui prend les armes, il peut être tranquille, il se retrouvera un jour à la place de Thomas Lubanga, par exemple. À la CPI, à la prison de Tervuren, aux Pays-Bas. Merci. La participation pour les Américains, 30 ans après, 30 ans, qui ont amené Kagame ici? On sait que c'était l'administration Clinton. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une autre administration Trump qui appartient même à une autre mouvance politique et qui a une autre façon de faire. Ok, c'est bénéfique pour nous. Et cet argent, quand ça va venir pour enfler les caisses de l'État, pour faire tourner l'économie nationale, ça sera bénéfique. Pour être détourné. Attendez, je vais poursuivre dans votre sens. Merci. Mais notre nation ne pourra être développée que si nous pouvons travailler avec beaucoup plus de sérieux. Donc voilà, on amène 20 milliards, 30 milliards, mais si on travaille avec sérieux, c'est bon. Mais si on continue avec la partisanerie politique, tribale, ethnique, mais on va continuer à gamberger, voilà. Merci beaucoup, monsieur Larousse Mouya. Merci beaucoup, monsieur Gandhi Kassende, maître Samuel Nkonko, monsieur Leper Koubangila. Merci à vous tous qui nous suivez. Au revoir. Il peut vous faire monter la tension, monsieur.